Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue Alexandra. En quelques mots, je te laisse te présenter. Bonjour Pierre, merci pour l'invitation au podcast. Je m'appelle Alexandra Nunes et je suis coach en performance et j'utilise des cadres basés en neurosciences pour aider mes clients à vivre de façon plus simple et trouver des joies dans leur vie. Ok, c'est super clair, merci. Est-ce que tu pourrais, avant de rebondir là-dessus, est-ce que tu pourrais parler du coup de ton parcours professionnel, ce que tu as, voilà, les différentes expériences que tu as eues? Oui, évidemment. Moi, j'ai fait une carrière très traditionnelle. J'ai travaillé, j'ai fait mes études à l'université. Par la suite, j'ai commencé une carrière dans le monde financier et où j'ai travaillé pendant 25 ans. J'ai eu des différentes expériences, différents rôles, mais toujours dans un cadre corpo. Jusqu'à l'année dernière où j'ai pris la décision de faire un changement majeur et de lancer mon propre business comme coach en performance. Et donc, pourquoi cette décision après 25 ans? Qu'est-ce qui t'a poussé à accompagner des personnes? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le coaching? Et dans les coachings, parce que j'aime ça, j'aime beaucoup les gens et j'aime aider les gens. J'aime ça supporter les gens dans leur croissance personnelle. Et c'était quelque chose que je faisais de façon très naturelle, mais qui était vraiment avec des amis. Et j'avais pas vraiment pensé à cette possibilité parce que mon mindset était très encadré à ma vie comme elle était avant, professionnelle, qui travaille pour une entreprise. Donc, mon parcours, il est divisé vraiment dans une étape de ma vie où j'ai suivi une vie qui était la vie que je pensais que je devais faire. Et ma nouvelle carrière est vraiment reflète la vie que j'ai vu faire, qui est une décision plus intérieure versus à l'impact externe de mon environnement et des personnes autour Ok. de moi. Tu essaies de dire que du coup, tu as pris conscience de ce que tu voulais, ou alors tu as pris conscience en fait, que tu avais besoin d'un changement. Est-ce que tu avais déjà des signaux qui t'ont dit, bon, je sais pas, est-ce que tu t'es senti plus à ta place de ce que tu faisais pendant 25 ans? Ou alors c'est juste qu'au bout d'un moment, tu as pris un recul sur ta vie et tu as dit: «Bon écoute, moi c'est cool ce que j'ai fait, mais j'ai envie de vraiment maintenant de travailler pour moi. J'ai envie d'aider des gens», comme tu l'as dit. Et quels ont été les signaux, les facteurs qui t'a fait décider à te réorienter? Il y avait évidemment des signaux et dès que je reviens en arrière et il y avait après quelques années dans un poste et dans un travail en particulier, j'avais toujours envie de changer. Donc, il y avait une certaine, qu'est-ce que je pourrais dire, peut-être fatigue je sais pas comment l'expliquer, mais j'arrivais à un point que je voulais plus faire ce que je faisais. Mais dans ma tête, à l'époque, c'était OK, mais je vais trouver un autre poste dans les mêmes secteurs, même des fois dans la même entreprise. Et c'était juste changer peut-être les projets ou la perspective. Et donc, j'ai fait des changements comme ça.
Et je pense que c'est ça, c'est les cumuls d'années et tout change, mais à la fin, tu sens que tu n'es pas bien rempli et qu'à un moment donné, je pense que surtout la dernière année, j'étais vraiment pas heureuse et je me sentais pas à ma place. Et c'était pas parce que j'avais des problèmes au travail, et les contraires. Et c'était vraiment un sentiment interne de fulfillment, Ah, si je le dis en bon français. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Oui. OK, donc tu avais pour la traduction, fulfillment, je crois que c'est accomplissement, en français? Oui, c'est ça, un accomplissement interne. Et j'ai senti, c'est ça, comme une sorte de vide. Et on voit qu'il voulait me parler. Et c'est là que j'ai commencé à m'écouter à moi-même. Et je me suis donné l'objectif de me faire une vision de ma vie vis-à-vis mon futur plus OK. clair. Hem Et donc comment s'est passée cette transition? Est-ce que du jour au lendemain, tu as quitté ton travail? Comment s'est passée cette transition? Est-ce que tu as pris des formations suite à tu as passé des formations? Comment était cette transition? Oui. Mais cette transition, les gens, ils la voient peut-être bien vite, mais dans ma tête, ça a pris, je pourrais dire, ça a pris peut-être 300 du moment que j'ai commencé à faire mes réflexions plus profondes, à savoir qu'est-ce que je voulais de ma vie. Et au moment que j'arrive vraiment à laisser mon travail. Et donc, j'ai commencé avec des réflexions internes, à faire aussi des recherches un peu, où je voulais m'aligner, qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai fait beaucoup de réflexions aussi, aller voir quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me donnait des joies dans ma vie pour retrouver tous ces éléments encore une fois aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de réflexions. On voit quand j'ai commencé à avoir des meilleures idées, j'ai commencé à chercher des possibilités, des formations et tout ça. Et j'ai commencé même avant de terminer, de quitter mon travail, à m'éduquer dans les coachings. Donc, j'ai commencé des formations. Et quand j'étais déjà avancée dans mes formations, j'ai annoncé à mon travail, mais je leur donnais aussi de temps pour qu'ils puissent trouver quelqu'un pour me remplacer, pour que je puisse aussi coacher cette personne dans cette transition. Donc, ça, j'ai resté même à peu près 3 mois dans mon poste jusqu'à que j'ai terminé mes études et laissé quelqu'un en charge de mon poste de l'époque. Ouais. OK, d'accord. Hem et donc, comment, comment tu l'as vécu cette transition? Est-ce que, comment tu l'as vécu cette transition, émotionnellement, et en termes de consciousness? Est-ce que tu t'es dit que finalement, tu avais un potentiel que tu avais caché ou quel était ton sentiment? Mais c'est sûr que quand on fait une transition comme ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en même temps, j'avais beaucoup d'excitation de faire, de découvrir de nouvelles choses. Et je pense que j'avais besoin de ça dans ma vie. C'est sûr que c'était difficile de lâcher tout ce que j'avais fait parce qu'on dit on a investi beaucoup de temps, beaucoup des années, énormément d'informations et de connaissances que j'ai
connaissais par rapport à les secteurs où j'ai travaillé. Et on a toujours peur de laisser ça. On pense qu'on va les perdre. Mais je pense que je suis rendue au moment où je me sentais très prête à faire ça. Et quand j'ai fait ma décision et même quand je l'ai annoncé à ma famille et à mon travail, je me sentais très forte dans ma décision. Mais comme j'avais dit, j'avais beaucoup réfléchi auparavant. Donc, commencer une nouvelle vie avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'incertitude, mais avec beaucoup de curiosité aussi. Et donc, les formations que tu as fait, parce que tu m'as dit que cette période de transition, elle a duré 3 ans ou 3 mois? Je suis pas sûr. Mais la transition, dès que j'ai commencé mes réflexions, jusqu'à quand j'ai quitté mon travail, ça a pris à peu près, je pourrais dire, 300 parce que j'ai OK. commencé beaucoup mes réflexions pendant la pandémie. Et les formations, je l'ai fait l'année dernière. Disons que j'ai commencé mes formations comme 6 mois avant d'avoir quitté mon travail. D'accord. Et donc, cette formation, c'était en neurosciences ou c'était dans quel domaine exactement? Mais c'est des formations en coaching OK, qui utilisent des cadres de neurosciences. Oui. d'accord. Comment ça s'illustre quand tu es coaching et que tu utilises, de la neuroscience? Comment tu aides, du coup, ton client? Est-ce que tu le forces à réfléchir? Enfin, tu l'aides à réfléchir? Quelle est l'approche? Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que oui, comme les coachings de façon générale, on aide notre client à réfléchir. Mon approche qui est basée sur la neuroscience, c'est de comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment on peut vraiment apprendre à mieux vivre en fonction de notre biologie. Je te donne un exemple. Et normalement, ton cerveau a besoin de beaucoup de structures, a besoin de l'ordre. Donc, comment ton environnement ou la façon comment tu planifies tes choses pour aider à que tes idées soient plus claires et comment fonctionner à travers de la journée de façon plus productive. Donc, il y a des outils, il y a des approches, des façons de faire, des méthodologies qui ont été conçues en fonction vraiment de la façon comme notre cerveau fonctionne. Et c'est ça que j'utilise pour aider mes clients à mieux fonctionner à travers leur vie. OK. Ouais. Donc, principalement à redonner de l'ordre, en tout cas, mentalement, essayer à structurer un peu s'ils souhaitent, voilà, changer de formation comme tu l'as fait, changer de discipline, restructurer un peu ça, enfin s'organiser en fait quelque part. Alors par exemple, moi en fait, je dirais pas que je suis désordonné, mais il y a certaines choses, dans lesquelles je néglige beaucoup. Admettons que moi j'ai des problèmes d'organisation et que je suis mal à l'aise à l'idée de, structurer mon planning sur un calendrier. Quelle serait par exemple, l'étape, je sais même pas si mon cas de figure s'applique, à ton expertise, mais je te pose la question, tu me Non, diras. non, non, mais c'est sûr que les méthodes, n'importe qui, parce qu'on a tous le même cerveau de toute façon. Euh, c'est sûr il y a des méthodologies de planning. Je pourrais pas te dire exactement quoi faire parce que ça, il y a comme plusieurs étapes, évidemment. Et la première chose, et en fait, une des choses que je travaille avec mes clients du début, c'est vraiment de clarifier ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la tendance à vouloir faire trop de choses. Et ça aussi, c'est pas bon parce que ton cerveau a besoin non seulement de structure, mais a besoin de Focus. guides, de focus et des guides. Tu le guides, tu vas dire, mais pour moi, c'est important ça et ça. Les restes,
il n'est pas capable d'avoir 1000 priorités à la fois. Il faut que tu lui dises quelles sont vraiment tes priorités pour qu'il puisse focuser. Je vois. Non, on est comme un peu partout et c'est là que tu perds. C'est comme on essaie de faire tellement de choses et on n'arrive pas à tout faire parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton cerveau, vraiment, il scanne toujours de l'information. Il y a tellement de tonnes d'informations qu'on reçoit tous les jours et il a besoin que tu lui dises exactement qu'est-ce qui est important et où est-ce qu'il faut mettre l'attention. Ok, Donc, d'accord. la première chose, c'est de voir c'est quoi ta vision, quels sont tes objectifs. Et la deuxième chose, c'est vraiment tout ce que tu fais qui n'est pas aligné avec tes vrais objectifs et ta vision. Il faut vraiment voir si c'est possible de l'éliminer, tout carré comme ça, ou de les déléguer, ou trouver des façons pour se débarrasser. Et là, on met le focus sur les choses qui sont importantes. Et après, c'est sûr qu'il y a des méthodes pour la gestion du calendrier qui nous aident à mieux gérer notre temps. Ok. Attention aussi. Et bah, du coup, ça me fait penser à un autre. Étant donné que tu es coach là-dedans, qu'est-ce qui nous fait, à ton avis, qu'est-ce qui nous fait rendre notre mind complètement désorganisé? Oui, Une mais c'est intuition. le manque d'une vision claire Ok. pour des Donc objectifs. le manque de recul, ok. Oui, oui, c'est ça. Tu Ok. dois connaître ta vision, tes objectifs, tes valeurs aussi. Ça, c'est Je vois. très important. Et avoir ça très, très, très consciente dans la tête. Et Et des fois, on dit, mais normalement, tout le monde savent ça, mais non. La plupart des gens, tu leur demandes quelles sont vraiment, dis-moi tes 3 priorités dans la vie. Souvent, ils ne savent pas. Ou des fois, ils savent, mais ils n'agissent pas en conséquence parce qu'ils gèrent leur vie d'une autre façon. Donc, c'est vraiment comment tu alignes ta vie en fonction de tes objectifs et tes valeurs. je vois. Non, ça me parle beaucoup ce que tu me dis là. Quand j'étais, bah, c'est marrant en fait, quand j'étais en Suède, quand je faisais mon séjour Erasmus, j'ai rencontré beaucoup de students qui étaient très unfocus. Mais c'est normal, hein, la jeunesse, c'est Oui. la définition. On aime s'amuser et on n'a pas forcément des objectifs autres que s'amuser. Mais, euh, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que même en fait, rien qu'à cet âge-là, quand tu es student, même à ce moment-là, tu es unfocus et tu es distracted par beaucoup de triggers. Par exemple, les boîtes de nuit, tout ça. Mhm. Moi, je parlais sérieusement pendant la journée à des gens qui disaient: «Ouais, c'est ça mon objectif de vie, c'est ça où je veux aller» et les et tu les revoyais plus tard dans la nuit, la soirée et bah, ils étaient les premiers dans la file d'attente, dans les boîtes de nuit. Donc c'est 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 vraiment, en fait, ça atteint tous les âges, j'ai l'impression. On ne sait pas ce qu'on veut, et puis, en fait, à tous les échelles, à chaque sujet, que ce soit dans les relations amoureuses, quand en fait, il y a quelque chose qui commence et bah, finalement, il y en a un des 2 partenaires qui dit: «Ah mais en fait, je suis pas sûr de vouloir ça» et c'est incroyable de s'obliger à être confronté à la chose avant de réfléchir: «Ah en fait, c'est peut-être pas pour moi». En fait, on est Mhm. incapable. Enfin, je ne prétends pas que tout est des fois, il faut tester pour savoir. Mais il y a des choses que tu as pas besoin de tester, tu sais que c'est mal, tu vois? Tu Oui. ou alors qu'il y a aucun sens de le faire et est-ce que moi, ma question, c'est est-ce que tu aurais l'intuition de savoir les causes de ce problème-là? Est-ce que tu penses que c'est juste une question d'éducation et que chaque parent devrait, bah, apprendre à leur enfant ou alors l'école devrait apprendre à leurs, élèves de voilà, savoir structurer sa pensée et agir en conséquence? Hem, donc ça, c'est une question plus, par rapport au rôle, mais est-ce que toi, de manière plus fondamentale, tu saurais les causes de pourquoi on est si on focus que ça?
Oh, ça, c'est une vraie question, une très bonne question. Moi, à mon avis, moi, je pense que c'est sûr que il y a une partie, l'éducation qu'on a reçue. Et moi, de mon côté, par ma propre expérience, il n'y avait jamais quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais plus jeune euh, de réfléchir à quoi ce qui est important, à où je vais dans ma vie. J'avais pas, c'était vraiment comme les gens vivent les jours, mais sans cette capacité de réflexion. Pour moi, je pense que j'ai manqué une certaine guide. Les gens qui parlent beaucoup de mentorship, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me guide à cette époque et pour avoir peut-être arrivé plus vite où je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et je pense que c'est la culture, la société, l'éducation qui nous amène à vivre de la façon comme on vit. Et tu as mené un très bon point. On vit dans un monde que notre pire ennemi, c'est quasiment la distraction. On est distrait partout, sauf souvent par ce qui est important. Et c'est comment vraiment, et je pense que ça fait partie, disons, de l'évolution de l'être humain, d'une meilleure société, de faire cette transition de vivre dans les distractions continuellement à commencer vraiment à focaliser nos efforts et nos énergies sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous et qui nous amènent à évoluer, et pas seulement dans notre carrière professionnelle, mais comme société, comme être humain dans notre relation et tout. J'avais pas vu la chose comme ça, que ça fait partie de l'évolution et que humaine et que, bah, du coup, c'est à nous de mettre des barrières aussi à nos distractions. OK, Mais comme tu disais, comme tes parents, ils n'avaient pas les mêmes moyens, c'est ça, ta propre génération, et même, disons que moi, j'ai des jeunes enfants aussi, où ils vivent, ils ont, en tout cas, ils ont accès à des choses que je n'aurais jamais pensé avoir exactement, c'est vrai. quand j'étais à leur âge. Donc, c'est sûr que ça amène des choses. C'est sûr que moi, je pense il y a des choses négatives et positives. Et c'est comment on s'assure d'aller plus vers la voie positive, évolutive, que dans les cas contraires. Oui, clairement, je suis d'accord. Et donc du coup, juste, là, on bascule complètement sur le sujet. Je veux retourner, sur, le coaching. Comment as-tu trouvé tes premiers clients? Mais initialement, j'ai commencé avec des gens que je déjà connaissais. Donc, c'est ça, c'est sûr que ça, c'est la façon la plus facile et rapide de trouver des clients, des gens de ton entourage. Et par la suite, j'ai commencé quelques mois après avoir commencé ma boîte de coaching, j'ai commencé à m'en servir de LinkedIn, surtout comme plateforme des médias sociaux pour promouvoir mes services. OK. Est-ce que, Ouais. maintenant tes clients, ils tu arrives à les fidéliser ou c'est plus du coaching de manière ponctuelle et ce n'est jamais les mêmes? Non, généralement, ce que j'ai fait, c'est j'offre un programme et qui requiert un minimum de séances parce que c'est sûr que j'ai pu, comme dans une heure, te guider. Mais si tu veux avoir vraiment les effets d'un vrai changement, ça prend plus qu'une séance. Et une chose que je dis souvent, la séance, c'est juste une partie de notre travail. Il y a la documentation des suivis qui est fait à travers de coaching pour amener les gens à vraiment apporter les changements qu'ils désirent. Donc, généralement, c'est plus qu'une ou deux séances que OK. j'ai fait avec mes clients. Donc
Ça fait C'est combien de temps? autour de 3 ou 6 mois normalement, OK, les relations. d'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais du coaching? 1 an? 2 ans? Et ça va faire bientôt 1 an, OK, cet d'accord. été, oui. Et est-ce que depuis, tes accompagnements, tu as appris à connaître tes clients et tu as pu adapter, bah, tes manières, de transmettre? Est-ce que tu as pu mieux structurer ton cours? Qu'est-ce que tu as appris depuis presque 1 an de coaching? Tu sais, je pense que, les gens ne sont pas aussi différents l'un de l'autre. On apprend que, les gens souffrent tous des mêmes problèmes Mmh. souvent. Mmh. Mais c'est sûr qu'il y a, j'ai une approche très personnalisée, donc l'idée c'est de voir vraiment qu'est-ce que la personne veut travailler. On va aller chercher tous les outils pour supporter la personne dans ses cheminements. Mais à la base, je pense qu'on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes inquiétudes. Donc, il y a une certaine différence, mais il y a une base aussi que je trouve qui est très, très similaire. En tout cas, l'essence de l'être humain reste comme ça. OK. Non, je comprends ce que tu veux dire. Bah, d'ailleurs, ça m'amène du coup à pas un débat, mais une discussion. C'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions parce que de base, moi, je suis software engineer, mais j'aime bien, philosopher, me poser plein de questions sur, pourquoi on se comporte ainsi. Et il y a des choses que j'ai remarquées, hem, c'est que moi, je pense que l'homme et la femme ne sont pas si différents que ça. Bon, je sais pas si tu as beaucoup voyagé, je sais pas si tu es allé en Europe? Oui, Hem, Moi, par exemple, j'ai vécu à Paris, moi, je trouve qu'il y a et même enfin, je veux dire en France, il y a toujours une hiérarchie homme-femme et depuis que je suis passé en Suède, cette hiérarchie homme-femme, je la vois de moins en moins. C'est même, les rôles qui s'inversent. Je trouve que la femme, elle est beaucoup plus valorisée, beaucoup plus considérée et beaucoup plus respectée en Suède qu'en France, par exemple. Et je sais pas comment c'est, au Québec, donc bah, voilà, je te laisse la parole là-dessus, quel est ton sentiment du coup par rapport à à ça, l'équité entre les hommes et les femmes. Ouais, c'est plus, voilà, l'équité ou même les comportements, Mais ici, moi, je l'ai pas dit au début, je suis colombienne, donc je suis née en Sud-Amérique. Mais j'ai vécu déjà comme moitié de ma vie Colombie, moitié au Canada. Donc, c'est sûr que en Colombie, c'est une culture plus macho. Je pense que ça a évolué beaucoup de toute façon au cours des dernières 20 années. Ici au Canada, je ne sais pas si c'est comme la Suède, mais c'est beaucoup plus équilibré. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et ça, disons que dans mon expérience de travail professionnel dans les systèmes, dans les secteurs financiers, et surtout aussi le secteur financier où j'ai travaillé beaucoup d'hommes et aussi, disons que les postes, la hiérarchie, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans un conseil d'administration, dans des rôles à très haut niveau. On voit toujours la différence, mais évidemment, ça s'améliore de plus en plus. Ouais. OK. Par exemple, bon, j'ai écrit un article là-dessus, bah, si tu veux, je te le partagerai, Oui. à la fin de la conversation, mais en gros, je suis arrivé à une conclusion que, en fait, il y a je suis aussi beaucoup de podcasts francophones et on aime opposer aussi les hommes et les femmes et faire des débats là-dessus. Et en fait, je suis arrivé aussi à une conclusion, c'est que, de manière générale, on voit plus d'hommes plus évoluer physiquement que les femmes. Je veux dire beaucoup plus de muscles, beaucoup plus de volume musculaire pour la raison suivante, c'est qu'en fait,
l'homme existe sur Terre depuis 7 millions d'années, la Terre existe depuis beaucoup plus longtemps et en fait, pendant l'évolution humaine, les rôles étaient très bien répartis entre l'homme et la femme. L'homme allait chasser, la femme, je sais pas, peut-être elle Mhm. s'occupait des enfants et ma théorie, c'est que pourquoi maintenant les hommes sont plus forts que les femmes physiquement, c'est dû à l'histoire, c'est dû parce que, bah, l'homme est parti chasser et je pense que quand tu chasses, tu développes peut-être plus tes muscles que quand tu fais une autre activité. Je sais pas quelle place exactement avait la femme à l'époque de la préhistoire, je te parle carrément, mais moi je pense que c'est dû à cette histoire-là. Donc tout le monde va dire: «Oui, c'est la génétique», mais la génétique en fait, elle évolue à travers le temps Ouais, et donc c'est je pense que fondamentalement quand on est arrivé sur terre, on avait les mêmes atouts et qu'on a pu, améliorer certaines compétences par rapport au rôle qui nous était attribué et voilà, c'est ma conclusion. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà. Mais en tout cas, je serais curieux d'avoir ton avis. mais moi, je pense, disons que quand on parle de l'équité, c'est d'avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes opportunités. Mais moi, je suis aussi une femme mariée avec 2 enfants et, et je pense que c'est tout à fait normal que l'homme prenne un type de rôle et la femme ait son propre rôle et que chaque rôle soit différent. Moi, je ne suis pas de dire comme, disons que l'homme et les femmes deviennent la même chose. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On se complémente. D'une façon, c'est sûr qu'une femme, c'est souvent, et comme tu dis, c'est aussi, ça vient de notre histoire depuis toujours qui est très protective parce que c'était les femmes qui s'occupent des enfants, etc. Donc, il y a ça qui est déjà dans notre gène, j'imagine. Et je ne suis pas sûre que ça devrait nécessairement changer. Mais c'est plus vraiment dans le sens comment les femmes peuvent s'épanouir et avoir les mêmes types d'opportunités. Donc, si une femme veut accéder à une carrière, à un rôle X, qu'elle soit aussi considérée au même niveau comme si c'était un homme. Mais c'est sûr que c'est comme chaque personne a leur propre personnalité aussi, donc il y a toujours comme ces côtés uniques, soit des différences de sexe ou même personnelles. Merci pour cette réponse, complète. Bah, je pense qu'on arrive, vers la fin, du podcast. Le mot de fin, je te le laisse comme je te l'ai pitché en off, avant, moi mon but c'est de redonner espoir à tout le monde en vrai et je vise pas forcément le jeune public qui s'apprête à, aller dans le marché du travail ou même, enfin les étudiants, je vise tout le monde. Je pense que tout le monde comme et tu en as la preuve par l'exemple, qu'on peut se réinventer à tout âge et d'ailleurs, j'ai pu encore le prouver, par d'autres épisodes, qui sortiront, bah, du coup cet été. Donc quel conseil tu donnerais à ces gens qui hésitent à se lancer, qui hésitent à suivre leur instinct pour pouvoir, bah, faire ce qu'ils ont envie au final? Mais une chose qu'il peut faire, disons, c'est d'écouter ton podcast parce que une des choses que j'ai fait même avec mes clients quand on travaille, par exemple, la révision de certaines croyances limitantes, c'est d'aller chercher d'évidence contraire parce que souvent, peut-être dans notre entourage, on voit que tout le monde a fait les choses de telle façon, mais il y a beaucoup de gens qui font les choses différemment. Donc, c'est d'aller chercher vraiment ces histoires qui nous inspirent. Et ça aide beaucoup à refaire et réchanger notre pensée, notre croyance par rapport à ce qui est possible. Et, et je pense que c'est ça, c'est d'avoir confiance
euh, sur moi-même, de travailler beaucoup la confiance en soi-même et de faire l'exercice nécessaire pour trouver vraiment notre voie interne et suivre leur avis. Ok, super. Merci beaucoup, Alexandra. Juste avant de raccrocher, bah, je vais dire au revoir à mes auditeurs et couper l'enregistrement. Je voulais aussi te remercier bah, du coup pour le français. Je sais que c'était pas forcément évident peut-être, étant donné que tu m'as dit que venais de Colombie, mais en tout cas, je voulais te remercier en tout cas pour cet effort-là, pour le public francophone. Et voilà, bravo déjà pour ton français et merci.